À l'heure des infos sur Métropole, Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous d'actualité. Au sommaire, le débat s'intensifie concernant une éventuelle légitimation du groupe terroriste Vivre Ensemble, dont l'arène politique, à l'image de ce qui s'est produit en Colombie, dans certains pays d'Amérique latine et au Moyen-Orient. Beaucoup redoutent l'arrivée au pouvoir des gangs armés. Le docteur Joynold Buteau sera avec nous dans un instant pour en parler. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a présidé une réunion concernant la sécurité nationale. Des membres du gouvernement, notamment le nouveau secrétaire d'État à la sécurité publique, Mario André Sol, et des partenaires internationaux ont pris part à cette rencontre. Également en titre, le dossier des Colombiens détenus en Haïti dans le cadre de l'assassinat du président Jovenel Moïse revient dans l'actualité. Des interrogations persistent quant à une possible extradition des suspects. Maître Nathalie Delisca, avocate des Colombiens, nous apportera des précisions dans cette édition d'Information. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Comme annoncé, les réactions se multiplient autour du document soumis à la CARICOM par les trois entités formant le CPT. De nombreuses voix s'élèvent craignant que les partis politiques et le groupe de gangs Vivre Ensemble entretiennent des relations pouvant mener à la légitimation de ces derniers. Alors que le débat s'intensifie sur le lien entre ces groupes, beaucoup redoutent un scénario inquiétant, la montée des gangs armés au pouvoir, à l'image de ce qui s'est produit en Colombie, dans certains pays d'Amérique latine et au Moyen-Orient. Le docteur Joynold Buteau, leader du parti Alternative Socialiste, est avec nous pour apporter son analyse sur cette situation préoccupante. Docteur Buteau, c'est un grand plaisir de vous avoir sur le plateau. D'abord, c'est à moi de vous remercier et tout le plaisir également pour moi. Madame ou Mademoiselle Batelmi, c'est un plaisir pour moi et de pouvoir converser avec les téléspectateurs et téléspectatrices de Métropole. 3 des 9 secteurs ayant leurs représentants au sein du Conseil présidentiel de transition ont soumis la semaine dernière un document de proposition de sortie de crise. Un document qui fait beaucoup de débats, justement notamment parce que ces partis ont pris en compte Vivre Ensemble, la coalition de gangs Vivre Ensemble, notamment dans leur proposition d'un juge à la Cour de cassation pour remplacer le Conseil présidentiel de transition chargé justement d'assurer la transition aujourd'hui. Quelle est donc votre opinion par rapport à tout ce débat qui se fait justement, docteur Buteau? Il n'y a pas de doute que le débat est tout à fait mérité. Le débat se justifie amplement. La question que nous devrions nous poser d'abord, comment des gens qui prétendent diriger un pays puisse en arriver là. Je pense que c'est ça la question que nous devrions nous poser. Je me souviens avoir lu une fois, comment peut-on diriger un peuple qu'on méprise, un pays qu'on déteste? Et pour moi, c'est ça l'expression la plus aboutie de ce que ces gens ont fait. Et ça a été un travail plus ou moins planifié. Heureusement, je vais me répéter, et heureusement que l'aboutissement a été pour eux désastreux. Parce que ils ont voulu créer une sorte de normativité avec ces gens, avec ces gangs, c'est-à-dire créer une sorte de consentement tacite avec ces gangs. Donc, le pays irait progressivement s'habituant avec ce genre de propos, avec ce genre de groupe et avec ce genre de réflexion aussi, comme quoi tout est possible. Et cela m'inspire aussi une sorte, disons, d'exigence. Il est temps, et je vais le dire en créole, il est temps pour le peuple haïtien commencer à nettoyer la Kaili. Parce que ce qui s'est passé ici, c'est parce que, également, comme ils ont vu que nous nous sommes progressivement, entre guillemets, normatisés avec d'autres formes de charognards, si vous voulez, donc ils ont tenté, ils ont essayé d'imposer cette dernière. C'est comme si c'était un ballon d'essai. Ils ont lancé un ballon d'essai pour voir comment. Et je profite donc pour dire que si on a eu les trois conseillers présidentiels à faire ce qu'ils ont fait
et ils sont encore là. On les regarde, ils sont présents dans les actes officiels, ils sont debout, ils reçoivent les honneurs, pas des honneurs militaires, mais les honneurs de la nation. Donc, ils ont introduit je ne sais pas, le vivre ensemble, cette association criminelle. Et il est temps que nous fassions le nettoyage non seulement de notre classe politique. Nous avons la triste habitude de toujours dire « Ah, c'est politicien ». Non, parce qu'il y a des gens de la société civile qui ont signé également cette lettre. Justement, vous avez parlé, docteur Buteau, de travail planifié. Oui. La première chose, c'est par qui est-ce que c'est un travail qui est planifié? Par nos acteurs politiques, tenant compte justement de ce message du porte-parole de Vivre Ensemble, Jimmy Cherizier, le 1er janvier annonçant sa coalition en un parti politique. Oui, oui. Et quelques jours plus tard, nous allons avoir ce document de la CARICOM. Est-ce que vous nous dites que c'est un travail qui a été planifié par nos acteurs politiques, notamment les 3 secteurs ayant signé ce document? Je préférerais dire par certains acteurs politiques. Parce que, vous savez, la politique peut avoir beaucoup de définitions. L'une d'elles, la politique aussi, a une fonction. La fonction de la politique, c'est d'édifier de la dignité humaine. Et la politique, si l'une des fonctions de la politique, c'est de construire de la dignité humaine, et cette dignité humaine se construit à travers les conquêtes matérielles, elle se conquiert aussi à travers la construction de patrimoine moral. Quand un peuple vénère un soldat tombé sur le champ de bataille, c'est de la construction du patrimoine moral qu'ils sont en train de faire. On a des patrimoines culturels, on a des patrimoines bâtis, etc. Mais le patrimoine moral existe aussi. Ce que ces gens sont en train de faire, je veux dire, ces 3 parties. Et je pense que ce n'est pas la loi qui doit exclure ces soi-disant acteurs politiques. C'est nous qui devons les exclure. Et comment est-ce qu'on peut il faut que nous commencions justement à les exclure dans les faits. Il faut que nous commencions à essayer de regarder autour de nous, de voir qui mérite d'être notre leader, qui mérite d'avoir la responsabilité de guider les destinées de la nation. Et c'est ainsi qu'on va édifier les deux. Vous savez, j'étais sur le point de dire que entre autres mal qu'ils ont fait, vous savez, le mal qu'ils ont fait, c'est que on va nous regarder comme, voilà, c'est le pays où on va légaliser les voyous les plus voyous de la société. Non seulement on va les légaliser, on va leur offrir l'opportunité d'être les prochains leaders de la nation. Mais comment empêcher cela, selon vous? Comment empêcher cela? Vous, par exemple, comme journaliste, moi, comme responsable politique, dans mon parti, dans mes organisations, dans les salles de classe, là où je parle, je dois pouvoir identifier pour les jeunes ce que nous devrions considérer comme modèle. Pas seulement les modèles, les personnes normales aussi, les individus normaux, les citoyens ordinaires, comme on les appelle, les citoyens lambda. Mais ceux qui méritent d'aller dans les poubelles, il faut que des leaders nous apprennent, nous enseignent. Voilà, ce genre. Et il y a un juriste américain, j'ai oublié comment il s'appelle déjà, son prénom c'est Oliver. Il disait que la loi menace avec des sanctions. Mais la loi ne peut pas ne pas les appliquer quand il le faut. Parce que quand la loi menace avec des sanctions, mais ne les applique pas, ces sanctions perdent de leur valeur. Donc, et quand nous avons ces 3, et c'est l'un des motifs pour lesquels ces messieurs ont osé parler de converser avec ces bandits, c'est parce qu'on n'a rien fait. Quand je dis « oh », ni vous ni moi n'avons la possibilité de le faire. Mais ceux qui ont la possibilité de le faire, d'au moins lancer un message pour dire que ce qu'on fait, ces 3 messieurs ne méritent pas. Vous savez, je suis en train de mélanger peut-être, mais c'est un exemple typique pour essayer de montrer qu'on doit avoir des sanctions. Et ces 3 partis politiques doivent subir les sanctions morales de la société. Maintenant, tenant compte de l'histoire mondiale, prenons un exemple dans l'Amérique latine, par exemple, la Colombie, avec les FARC, qui étaient justement une force révolutionnaire, qui a accédé au pouvoir. Au Moyen-Orient aussi, on peut prendre l'exemple de l'Afghanistan. Il y a beaucoup d'observateurs qui essaient de faire un parallèle entre ces pays et Haïti,
pour dire que ça a été un cas, il y a eu des cas où des forces révolutionnaires ont accédé au pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible? Qu'est-ce que vous dites en cela? Est-ce qu'il y a effectivement un parallèle qui peut être fait entre ces pays et le cas de la coalition Vivre Ensemble? Est-ce que c'est quelque chose qui est plausible selon vous? Je crois que la première personne qui avait évoqué cette possibilité, c'est l'ancien détenu, l'ancien prisonnier, l'ancien condamné, qui est leader de Réveil National, je crois. J'ai oublié comment s'appelle ce parti. Mais en tout cas, c'est lui qui avait, je pense, boiteusement, maladroitement, évoqué ce parallèle entre les FARC. Laissez-moi vous dire que la guérilla des FARC, d'abord, a surgi au moment où beaucoup d'autres guérillas surgissaient dans le sous-continent américain, dans le sous-continent latino-américain. Et j'ouvre une petite parenthèse. En Haïti aussi, nous avons eu notre guérilla. Nous avons eu d'abord le parti de Jacques-Séphane Alexis, le PEP, qui n'avait pas au début de bras armés, qui n'avait pas non plus envisagé la possibilité de lutte armée, mais ils avaient clairement évoqué, et Jacques-Séphane Alexis l'avait évoqué, la possibilité de autodéfense. Autodéfense, il faut que le parti puisse se défendre et il faut que le parti également puisse participer à côté des masses populaires dans un éventuel combat armé. Et c'est exactement ce terme qui a été utilisé lors de la création des FARC, autodéfense. C'est-à-dire pourquoi, et vous allez remarquer que c'est un parti qui a eu son emprise surtout dans le milieu rural, dans le milieu paysan. Et à un moment donné, je pense qu'autour des années 80, ils ont envisagé la possibilité d'avoir un bras urbain. Mais ça a toujours été un parti. Pourquoi? Parce que les grands propriétaires terriens, leurs terratenientes, traitaient les paysans de façon presque, je peux dire, abusive. Donc, le Parti communiste colombien... Il luttait contre les inégalités. Exactement, a envisagé les comités d'autodéfense en milieu paysan. Ces comités d'autodéfense ont progressivement pris une certaine forme d'autonomie et c'est ainsi qu'est née la FARC. Et Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Et il faut mettre EP derrière, qui est Ejército Popular. Et cette FARC a duré jusqu'en 2016. Et ils ont pris naissance en 1964, je crois, et ça a duré jusqu'en 2016. Par conséquent, vraiment, il n'y a pas photo entre cette... Et je me sens un peu... J'ai un peu honte de devoir parler de FARC quand on est en train de parler de ces assassins, de ces misérables. En fait, ce sont des types aussi corrompus que les plus grands corrompus, parce que la seule chose qu'ils ont en tête, c'est la vie opulente. Regardez comment ils vivent. Quand ils parlent de partis politiques, c'est pour peuple là, ouais, peuple là dans la bataille. Et ils rêvent de toute l'opulence de la grande bourgeoisie. C'est un discours. Oui, mais c'est même... je dirais presque c'est quand même... En tout cas, c'est maladroit. Voilà. Donc, il n'y a rien. Et si nous parlons des autres pays même le mot terroriste, je suis un peu gêné pour utiliser le mot terroriste pour ces messieurs. Alors, rapidement, quelle différence est-ce que vous faites entre gang et terroriste? Vous savez, terroriste, d'ailleurs, c'est une connotation clairement... C'est l'autre qui utilise le mot terroriste. On ne parle jamais de soi en utilisant le mot terroriste. Donc, soit c'est la presse, soit c'est l'adversaire. Par exemple, si vous allez en Moyen-Orient, et les Israéliens vont utiliser le mot terroriste pour parler du Hamas, pour parler de Hezbollah. Mais de toute façon, la situation du Hamas, c'est une situation qui est quand même inacceptable. Donc, ils ont recours à des moyens de défense qu'on pourrait qualifier de non conventionnels, mais ce sont des moyens quand même qui ne sont pas... dire terroristes, c'est quand même un peu aller loin. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont souffert beaucoup pendant plus de 70 ans. Remarquez que, par exemple, on parlait du Viet Cong, lors de la guerre du Vietnam, on utilisait le mot terroriste aussi pour parler du Viet Cong. Alors que le Vietnam a subi 2 invasions, c'est-à-dire l'invasion des troupes françaises. Ils sont entrés pour occuper le Vietnam. Les États-Unis ont pris la relève en 64, je crois, en 68. En 68, les États-Unis ont pris la relève. Donc, mais quand les États-Unis parlent du Viet Cong, ils disaient les terroristes, mais alors que c'était des gens. Donc, voilà pourquoi je pense que c'est un peu
on pourrait dire en anglais, upgrading, c'est-à-dire c'est un peu rehausser ces voyous en leur donnant le titre de terroriste. Ce sont des misérables assassins criminels, des voleurs aussi. Donc il n'y a rien à voir avec la lutte politique. Et le Hamas, qu'on soit d'accord avec eux ou non, c'est un combat politique, c'est un combat de libération nationale. Alors que c'est totalement différent pour nous ici, absolument. En Haïti. Et pour conclure cette interview, Dr Buteau, il y a eu récemment ce kidnapping au niveau de Pèlerin 5, justement de ce médecin, de ce couple médecin. Vous voulez justement leur adresser des mots de non seulement des mots de sympathie, leur souhaiter tout le courage dont ils auront besoin, mais aussi toute la rage et toute la colère que j'éprouve pour un acte aussi barbare, parce que Raymond est un homme qui a travaillé, disons, toute sa vie. Il n'a connu qu'un seul métier, qu'un seul travail. C'est sa clinique. On a la clinique au même endroit. Il n'a que sa clinique, sa femme aussi, à sa clinique au Chemin des Dalles. C'est un couple de travailleurs qui s'ils ont quelque chose, ce dont je doute, c'est à partir de la sueur de leur front. Donc Raymond est un travailleur. Et pire encore, il a souffert d'un AVC il y a 1 an. Donc il est postré. Et ce sont des lâches aussi ceux qui l'ont fait. Et des monstres de ce genre qui osent parler politique dans notre société, qui osent prétendre aspirer à la conduite des affaires publiques. Vraiment, je n'ai pas voulu t'appeler parce que je n'aurais pas pu. Mais je t'envoie mes accolades fraternelles et je te souhaite beaucoup de courage. Je suis avec toi. S'il y a quelque chose que je peux faire, n'hésite pas, s'il te plaît. Je t'embrasse fort. De m'avoir permis quand même de parler aux auditeurs et aux téléspectateurs de Métropole. Merci encore. Voilà donc les propos du docteur Jean-Hinold Buteau. Il était l'invité de Métronos ce soir. Avec lui, on commentait l'actualité politique et sécuritaire. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a présidé mardi une réunion importante avec les responsables de la sécurité nationale, les ministres concernés, la police nationale, les forces armées et des partenaires internationaux. Dans un communiqué, il a réaffirmé sa détermination à restaurer la paix et la stabilité dans le pays, faisant de la sécurité des citoyens une priorité. Le chef du gouvernement a appelé à une meilleure collaboration entre les institutions, une mobilisation générale de la société et un soutien international renforcé pour lutter contre la violence et rétablir l'ordre public. Toujours dans ce chapitre, le professeur Jean-Marie Théodate salue la probité et le courage de Mario-André Sol. Il rappelle les bons résultats obtenus dans le domaine sécuritaire lorsqu'il était à la tête de la PNH, notamment avec l'aide de la MINUSTAH. Le professeur Jean-Marie Théodate était invité à la rubrique Le Point ce mercredi. Suivez un extrait de son intervention. Mario-André Sol, c'est un citoyen courageux, dont la probité n'est plus à démontrer, parce que si ce n'est pas ça, il n'est pas là encore, et puis qui a donné de bons résultats, du moins pendant la période où il a servi sous le président Préval. C'est là que moi, je l'ai découvert, en tout cas. Et que l'on fasse appel excusez-moi, vous songez tout qu'à un moment, Mario-André Sol t'es gagné sur le terrain la MINUSTAH. C'est toute la différence. Mais c'est-à-dire que Mario-André Sol a bénéficié d'une conjoncture internationale où Haïti était puissamment épaulé par la communauté internationale après une intervention après l'intervention de 2004 où ils ont occupé le pays pendant 13 ans, jusqu'en 2017. Eh bien, c'était une conjoncture favorable. C'était un moment où les gangs étaient en quelque sorte sous cloche. Mais ça ne doit pas ternir le bilan de Mario-André Sol. Au contraire, ça montre qu'il nous faut continuer dans cette voie. C'est-à-dire qu'il nous faut à la fois un homme de qualité, un homme à poigne, et je pense que c'est son cas, mais il nous faut aussi le concours de la communauté internationale. Parce que je crois que Mario-André Sol, pour contre lui, est capable de résoudre le problème côté nous là. Maintenant, vous pensez quand même qu'il y a possibilité pour que l'élection soit faite en Haïti, Anissar? Vous avez dit une belle phrase là tout à l'heure, et me presque envie de voler. Tu dis, on ne doit pas laisser le passé dormir dans son éternité. Ça fait écho à une autre citation que j'aime beaucoup, c'est Alexis de Tocqueville qui dit « Le passé n'éclairant plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres ». Ça veut dire que
on ne peut pas faire n'importe quoi sous prétexte que c'est ça l'idée nous, dis-nous pour nous faire. Gagner bagaille ou fait cap suivant jusqu'à ce que ou payer, en quelque sorte, ou expier même l'erreur ou la maladresse commise. Et moi, en Haïti, nous faisons pour nous inspirer nous de notre histoire, c'est-à-dire qu'il faut que nous gardions vers l'arrière, mais dans le même temps, il faut avoir un œil fixé vers l'horizon, vers l'avenir, pour dire qu'il s'agit pour nous de tirer les leçons du passé pour avancer vers la lumière. Et là, je crois que c'est un travail de tous les jours. C'est le travail que font tous les pays, que font toutes les nations, sauf que nous-mêmes en Haïti, pendant très longtemps, et peut-être même encore jusqu'à aujourd'hui, on a continué à garder deux yeux nous tournés vers l'arrière. On ne fait que ressasser notre passé glorieux, et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec toi au début de cette émission de mettre en quelque sorte à l'écart cet aspect que l'on ne peut pas contester, mais le fait est que en Haïti, nous vivons une sorte d'excès de mémoire. C'est-à-dire que nous tellement fiers de la guerre de l'indépendance, nous tellement fiers de Vertières, nous tellement fiers de Dessalines, nous tellement fiers de Toussaint que nous avons toute envie de déclarer que c'est Pititio que nous y est. Alors qu'en fait, ce qu'il nous faut, c'est à notre tour engendrer de nouveaux Toussaint, engendrer de nouveaux Dessalines. Moi-même, mon rêve, ce n'est pas d'être petit Dessalines, mais d'être un papa d'un Dessalines à venir. Et c'est là que après ce pays a vraiment c'est le monde là-dedans. Autre grand dossier à la une, le dossier des Colombiens détenus en Haïti. Dans le cadre de l'assassinat du président Jovenel Moïse, revient dans l'actualité. Selon maître Nathalie Delisca, leur avocate, les auditions reprennent actuellement, mais il n'est pas encore possible de prédire l'issue des procédures judiciaires. Il est à noter que ce redémarrage des auditions survient dans un contexte particulier, alors que l'exécutif haïtien a annoncé la visite imminente du président colombien Gustavo Petro. Plus d'un se demande si cette visite est en lien avec les Colombiens inculpés dans ce dossier complexe. Parallèlement, les interrogations persistent quant à une possible extradition des suspects, bien que les autorités haïtiennes n'aient pas encore donné de détails à ce sujet. Nous recevons maître Nathalie Delisca du cabinet Maisonneuve et Associés, avocate des Colombiens, pour faire le point sur la question. Bonsoir maître Delisca, merci infiniment d'être avec nous. Bonsoir madame Rose-Bierline Barthelmy et bonsoir à toute l'équipe de la radio-télé Métropole. Alors notre première question, comment se déroule le dossier des Colombiens au niveau de la justice? Comme vous avez constaté, vous avez remarqué, la semaine dernière, le dossier a été à la Cour d'appel de Port-au-Prince. Et le 16 décembre 2024, le dossier a été encore au niveau de la Cour d'appel. Mais n'oubliez pas, quand je vous dis que le dossier est au niveau de la Cour d'appel, le dossier n'est pas encore en cours de jugement parce que n'oubliez pas que la Cour d'appel, c'est un rejugé. À la Cour d'appel, il y a une composition de 3 juges. Parmi eux, il y a un président et 2 autres juges et plusieurs autres commissaires de la Cour d'appel. C'est-à-dire que c'est la Cour d'appel qui se charge à présent du dossier des Colombiens. Expliquez-nous plus clairement afin qu'on puisse comprendre. Ok, laissez-moi vous expliquer, Madame Rose-Bierline. N'oubliez pas que le juge Walter Wessier-Voltaire avait rendu une ordonnance. Nous, les avocats des Colombiens, ainsi que d'autres prévenus dans cette affaire, et ne sont pas satisfaits. Donc, ils ont interjeté appel de l'ordonnance du juge Walter Wessier-Voltaire. Donc, c'est un dossier qui avance bien. Oui, jusqu'à présent, je peux dire. Il y a l'exécutif, notamment par le biais du président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, qui a annoncé la visite prochaine du président colombien Gustavo Petro le 22 janvier prochain. Est-ce que, selon vous, ça a un lien avec le dossier des Colombiens qui sont inculpés de l'assassinat du président Jovenel Moïse? Malheureusement, il n'y a aucune coïncidence. Il n'y a aucun lien. Le président Gustavo déclare toujours qu'il ne veut pas s'immiscer de cette affaire parce qu'il s'agit de la mort d'un président en fonction de sa résidence privée. Donc il faut que la lumière soit faite autour de cette affaire, de ce crime, de cet assassinat. C'est la raison pour laquelle il ne veut pas s'immiscer de cette affaire. Dans ce cas, pourquoi la reprise des auditions maintenant? Parce que nous avions interjeté appel de l'ordonnance du juge Walter Wessier-Voltaire. Ah, ok, d'accord.
Donc c'est vous qui avez... Oui, interjeté appel. Maintenant, est-ce qu'il y a, comme dernière question, possibilité pour que les Colombiens inculpés soient extradés, par exemple? Non, je ne pense pas. Donc ils vont être jugés par la justice haïtienne, et purger leur peine en Haïti? Purger leur peine ou bien libérer et retourner chez eux. Donc on attend de voir justement la suite de ce dossier. Oui, puisqu'on a rendez-vous et le 20 janvier à la cour d'appel encore une fois pour entendre nos clients. Voilà donc les précisions de maître Nathalie Delisca, avocate des Colombiens, dans le cadre de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Pour refermer la page nationale de ce journal, les enseignants poursuivent leur mouvement de grève sur tout le territoire pour continuer d'exiger de meilleures conditions de travail. Cette situation impacte fortement le fonctionnement des écoles publiques dans tous les départements du pays. Les syndicats d'enseignants, à l'origine de cette forme de protestation, menacent de durcir le ton si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Kenson Delis est le coordonnateur de l'Union nationale des normaliens et éducateurs haïtiens. Dans le cadre de la conférence, la plateforme syndicale enseignants voulait tout d'abord féliciter les enseignants dans 4 points pays qui répondent mépris ministre de l'Éducation nationale, mépris gouvernement, mépris conseil présidentiel de transition par la mobilisation sur le terrain. Dans le niveau plateforme, nous comptons en pile et nous félicitons les enseignants qui montrent une fois de plus qu'ils sont très conscients sous nécessité qui gagne pour que nous arrivions à changer les conditions de travail enseignants dans le secteur par la mobilisation. Nous comptons le fait que nous enseignants ils comprennent pas aucun changement qui a fait dans la condition de travail. Pas aucun changement qui a fait dans le secteur éducatif. La société n'est pas capable de changer si toutefois il n'y a pas de bataille. Ça fait nous contents en pile. Ils répondent dans 4 points pays. Et dans ça, nous avons dit enseignants. Enseignants qui sont dans le département sud-est, dans le département NIP, dans le département sud, Grand'Anse, dans le département l'ouest, nord-ouest, nord-est. Nous avons dit continuer à des femmes dans le cadre de mobilisation. Nous connaissons qu'il y a un pile chantage qui a fait contre le mouvement. Nous connaissons qu'il y a un pile monde qui a tenté de discréditer le mouvement. Nous avons présenté les enseignants comme étant des méchants. Alors que tout le monde connaît, enseignants et enseignantes, ils sont des victimes. Et je voulais vous dire, si il y a pour nous accuser, ce n'est pas enseignants, ce n'est pas syndical, c'est bourreau pour nous accuser. Et bourreau, je voulais vous dire, il n'y a pas l'autre que le ministère de l'Éducation nationale. Antoine Augustin comme ministre de l'Éducation nationale. C'est l'État lui-même qui s'est débrouillé lorsque ils ont décidé pour mépriser totalement ensemble de revendications que les enseignants eux-mêmes ont gagné. Donc, dans ce sens, nous avons dit pas prendre le chantage. Nous avons dit continuer que mes femmes continuer avec le mouvement dans 10 départements géographiques du pays. Nous voilà arrivés au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, voici l'essentiel de l'information développée ce mercredi. Le débat s'intensifie concernant une éventuelle légitimation du groupe terroriste Vivre Ensemble dans l'arène politique. À l'image de ce qui s'est produit en Colombie, dans certains pays d'Amérique latine et au Moyen-Orient, beaucoup redoutent l'arrivée au pouvoir des gangs armés. Le docteur Jean-Hénold Buteau était avec nous pour en parler. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a présidé une réunion concernant la sécurité nationale. Des membres du gouvernement, notamment le nouveau secrétaire d'État à la sécurité publique, Mario Andressol, et des partenaires internationaux ont pris part à cette rencontre. Également en titre, le dossier des Colombiens détenus en Haïti dans le cadre de l'assassinat du président Jovenel Moïse revient dans l'actualité. Des interrogations persistent quant à une possible extradition des suspects. Maître Nathalie Delisca, avocate des Colombiens, nous a apporté des précisions dans cette édition d'information. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe qui a rendu possible cette édition. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole.
Bonsoir.